monde et bienvenue dans ce deuxième coin lecture spécial horreur et thriller, et aujourd'hui nous allons faire le grand écart, pas littéralement parce que j'en suis absolument incapable, mais figurativement, puisque je vais d'abord vous parler d'une autrice méconnue dont je vais lire un deuxième ouvrage. Vous allez voir, c'est un livre de viewers à la base, je l'avais beaucoup aimé, donc j'ai sauté sur l'occasion de lire une nouvelle sortie de cette autrice, mais nous allons également parler de ma première lecture d'une autrice très établie dans le milieu du polar. Mais commençons par le commencement, voulez-vous? Paternoster de Julia Richard. C'est un livre dont j'aurais préféré ne vous dire que du bien, parce que, je sais pas si vous vous rappelez, comme je disais, j'avais adoré le précédent roman de l'autrice. Je crois que je l'ai découvert dans un mois spécial viewer, je crois en tout cas. Ce qui est sûr, c'est que voilà, c'était une lecture dans le cadre d'une lecture de livre de viewer, comme je vous l'avais dit. Elle m'avait envoyé son livre Carne, et je sais pas si vous vous en souvenez, mais moi, je m'en souviens très bien. C'est une histoire d'épidémie de zombies, mais vue en partie du point de vue de l'un des contaminés, avec aussi une histoire secondaire à base d'inceste. Enfin, Julia Richard, on va dire qu'elle m'a vraiment marqué, voilà, comme une autrice qui a à la fois, si vous voulez, un univers très personnel, mais aussi une personnalité marqué, très marqué. Vous voyez, comme quand on regarde un film de Scorsese, on sait qu'on regarde un film de Scorsese, ben Julia Richard, c'est un peu ça. Elle me fait un peu cette impression. Après, je dis Scorsese, c'est vrai pour des exemples moins prestigieux aussi, c'est-à-dire que quand tu regardes un film de Michael Bay, tu sais que tu regardes un film de Michael Bay. Mais voilà, tout ça pour dire, j'avais hâte de retrouver cette patte, cet humour très mordant, si vous voulez, sans mauvais jeu de mots, ces analogies à la limite du délire. Parfois pas du bon côté de la dite limite. Alors quand elle m'a parlé de son nouveau livre, je me suis dit qu'il me le fallait absolument. Le thème est super alléchant, les éditions de l'Homme sans nom le vendent comme ça. Un page-turner choc et révoltant porté par un message profondément féministe. Oh. Une vision terrible et percutante des sacrifices que font les femmes pour obéir aux normes de réussite sociale dans cette société impitoyable qui est la nôtre. Eh, c'est sexy ou c'est pas sexy, hein? Après avoir parlé zombies, on va avoir un autre aspect de la dépersonnalisation avec le sexisme ordinaire au sein de la cellule familiale. Vous m'arrêtez quand c'est trop cool, hein, surtout. Bon, bref. Et ben j'ai été pas mal déçu. Voilà, le propos est chouette, l'idée de base est très cool, mais l'exécution est tiède, j'ai envie de dire. Bon, bref, c'est l'histoire de cette jeune femme, Dana, qui vient de vivre une terrible rupture amoureuse et qui drague n'importe qui dans un bar. Et ce n'importe qui s'avère être un type bien sous tout rapport. En tout cas, l'autrice et la narratrice le présentent comme un type bien sous tout rapport. Moi, je trouve que c'est un sac à merde, colérique et impulsif, mais il est d'abord présenté comme voilà, le prince charmant. Donc, tout se passe très bien. Non, en fait, non, rien ne se passe très bien, ils arrêtent pas de se prendre la tête pour des conneries, au bout de quelques mois de relation, bref, c'est ce qui est généralement le signe que la relation n'est pas saine, si vous voulez, qu'il faut arrêter les frais avant qu'il soit trop tard. Mais c'est pas ce que fait Dana, voilà, parce que elle s'entête, parce que, comprenez-vous, elle l'aime tant. La seule raison pour laquelle j'ai accepté de suivre Dana dans cette histoire, en tant que lecteur, si vous voulez, de suivre la protagoniste dans cette histoire, c'est que, suite à sa rupture, on a bien compris qu'elle était, si vous voulez, émotionnellement dépendante, et que du coup, elle ne pouvait pas envisager de rompre. Et là-dessus, Basile Paternoster, puisque c'est son nom, veut la présenter à ses parents. Ah là là, la catastrophe. Sauf que... pas vraiment. Genre si vous êtes comme moi, il y a une diode qui s'est allumée dans votre tête, normalement. Pouf. Get Out. C'est le film Get Out. D'autant que Dana est d'origine maghrébine, donc il y a aussi la question de l'identité culturelle. Enfin, il y a surtout cette idée d'une personne qui présente sa conjointe, ou dans le film son conjoint, à ses parents, et les deux univers sont très différents, et bien que la belle famille semble accepter la nouvelle personne au sein de la famille, ça fait deux fois famille, en grinçant des dents un peu quand même, en fait, ils ont un très lourd secret criminel. Et c'est pas juste dans ma tête d'ailleurs, parce que l'autrice cite le film dans le livre, je crois que c'est la mère de Basile qui dit ah là là, vous devez vous sentir comme dans ce film là, Get Out !» Parce que la mère est passionnée de films d'horreur, enfin bref. Donc le parallèle est, sinon volontaire, en tout cas assumé. Donc la barre est mise relativement haut, parce que, je vais pas spoiler le film, mais c'est un gros secret de gros barjots qu'ils ont, les parents blancs dans cette famille-là. Et avec Carne en tête, toujours, je me suis dit, ils vont la bouffer. Ils vont la bouffer, cette pauvre Dana. Puis ils vont la vendre, enfin j'en sais rien, il va se passer un truc
Horrible. Voilà. Ils font partie d'une secte, ils vont lui laver le cerveau. Enfin, méga cocktail. Get Out, mais par l'autrice de Carne. Ça m'a fait anticiper le pire. Dans le meilleur sens du terme, le pire. Et je vais pas dire qu'il ne se passe rien, parce que c'est pas vrai. Mais il se passe vraiment pas grand-chose. D'un autre côté, je comprends bien, si vous voulez, la volonté de l'autrice. Elle parle d'une réalité sociétale. Elle a sans doute eu envie d'inscrire ça dans un contexte très plausible. Le beau-père, par exemple, il est sympathique, mais il est hyper désagréable et très maladroit. La belle-mère, elle est toxique, mais toujours avec le sourire, parce qu'elle connaît ce rite de passage, elle a vécu la même chose que Dana, elle sait qu'il va falloir la tordre, la plier, la casser pour la faire rentrer dans le moule de la bonne petite famille, la famille Paternoster, comme elle-même, dans sa jeunesse, a été tordue, pliée, cassée. Et donc, comme je disais, d'un côté, je comprends bien ce parti pris, je parle d'un truc vrai, alors je vais raconter une histoire vraisemblable. D'ailleurs, dans le petit mot à la fin, j'ai cru comprendre qu'elle réglait certains comptes avec ses ex, ça m'a mis un peu mal à l'aise du coup, parce que ça me regarde pas du tout, moi lecteur, si vous voulez. Mais bref, là où je veux surtout en venir, c'est qu'on n'a jamais décollé. Le beau-père lui fait des blagues franchement nulles, en lui faisant peur, il lui tient des propos racistes absolument abjects quand il a un coup dans le nez. La belle-mère essaye de l'impressionner en lui parlant de films d'horreur, et à chaque fois, Dana va se dire... ouais, c'est chiant, ils sont bizarres, mais je l'aime, alors je vais faire un effort. Alors que t'as toutes les fibres de ton corps qui ont envie de lui crier, mais casse-toi! C'est même pas comme si t'étais bien avec ton mec, vous avez une relation de merde qui te va même pas, casse-toi! Va trouver mieux ailleurs, Get Out, c'est le titre du film. Mais, ben non, donc elle Get Out pas du tout, elle reste, elle s'accroche, elle fait compromis sur compromis, sur ses valeurs, sur ses rêves, jusqu'à se perdre complètement, mais du coup, tout est en demi-teinte, si vous voulez. La 4e nous dit « Et si le bonheur n'était qu'un piège bien cruel ?» Mais il n'est pas question de bonheur, si vous voulez, pas question de bonheur une seule seconde dans le livre. Le confort, je veux bien. La facilité de l'acquis, rester dans une relation qui ne fonctionne pas plutôt que de partir pour recommencer autre chose ailleurs. Mais ce que vit Dana, franchement, de la première à la dernière page, ça ressemble pas au bonheur, ni de près ni de loin. Et je me répète, mais la sensation de déception vient surtout du fait que ça manquait de mordant, quoi. J'ai attendu tout le long du roman un twist qui est jamais arrivé. Peut-être qu'ils vont la tuer si elle essaye de partir. Peut-être qu'ils sont cannibales, comme je disais. Le coup de la secte me paraissait pas mal aussi. Mais non, on a juste affaire à une belle famille blanche et riche, vraiment nulle. Je pense que c'est le genre de livre qui a infiniment plus d'impact quand tu es une lectrice. Mais là, du coup, je peux pas me prononcer. Et là encore... C'est surtout parce que dans Carne, je trouvais que l'autrice en avait fait un petit peu trop à la fin. Si je m'attendais pas à quelque chose dans Paternoster, c'est qu'elle n'en fasse pas assez. Après, ça reste une lecture plaisante. Hein. Elle a toujours ce style très particulier qui fonctionne aussi bien, quel que soit le sujet. Un style impertinent, si vous voulez, irrévérencieux. Enfin voilà, j'ai bien retrouvé sa plume, mais j'ai pas retrouvé son mordant. Et c'est un peu dommage. Mais, je vous le recommande quand même. En particulier, donc, comme je disais, si vous êtes une femme, je pense que vous y serez plus sensible. Et bien sûr, en particulier, si vous êtes une femme racisée ou minoritaire d'une façon ou d'une autre, et qui a dû faire des sacrifices sur son identité pour pouvoir se conformer plus facilement au moule de la société, que ce soit donc à l'échelle de la famille, comme dans le livre, ou à toute autre échelle, parce que la vérité, c'est que malheureusement, vous êtes beaucoup trop nombreuses. Alors, un petit mot gentil, quand même, pour conclure. Vous êtes très bien comme vous êtes. Et sans dire que vous ne devriez pas faire de compromis, parce qu'on ne construit rien sans faire de compromis, vous ne devriez pas en faire plus que ce que les autres font pour vous. Et vous devriez lire Paternoster de Julia Richard, ça va vous parler nettement plus qu'à moi, je pense. Et parlant de ce qui ne m'a pas parlé, La Nuit du Renard de Mary Higgins Clark. C'est le mois spécial thriller et horreur, vous le savez, et pourtant, je tourne toujours autour des mêmes auteurs de thriller, mêmes auteurs et autrices de thriller et horreur, une flopée d'Agatha Christie et de Stephen King, une solide dose de Maxime Chatham, alors qu'il y a tellement de noms synonymes de polar glaçant et de thriller haletant là-dehors, et que j'ai jamais pris la peine de découvrir, mais qu'est-ce que tu fais, mais c'est pas possible. Et la première d'entre elles, c'est celle que l'on surnomme la reine du suspense, Mary Higgins Clark. Honnêtement, je savais pas quoi m'acheter comme roman de Mary Higgins Clark, je connais pas du tout sa bibliographie. Je pense qu'avant d'avoir lu La Nuit du Renard, j'aurais pas su vous citer un seul roman de Mary Higgins Clark, alors que c'est quand même un énorme nom du polar, et que, vous le savez ou je vous l'apprends, j'adore les romans policiers. Et ben, à U, ils ont un tout petit rayon bouquin dans lequel il y a toujours des Mary Higgins Clark.
Alors j'en ai pris 2 au hasard complet, et je me suis dit, allez hop, on va découvrir ça, ce qui doit être la pire façon de choisir un livre. Et d'ailleurs, c'est revenu me mordre le cul très très vite, parce que, écoutez, je vais pas mâcher mes mots, parce que c'est une autrice reconnue, je vais traiter ce roman comme s'il avait été écrit par n'importe qui. J'ai vraiment trouvé ça mauvais. Et je me sens un peu con, parce que je pense avoir lu suffisamment de romans maintenant pour savoir distinguer ce qui est pas pour moi de ce qui est vraiment naze. Typiquement, Paternoster, dont on a parlé là juste à l'instant, pas pour moi, loin d'être mauvais, mais pas pour moi. Ou alors Elana, si vous voulez, de Botero, pareil. Je vois qu'il est très bien si vous voulez, mais je suis pas le public cible. La Nuit du Renard, je l'ai trouvé vraiment nul. Et je suis emmerdé parce que c'est Mary Higgins Clark, c'est un méga grand nom du polar, et toute proportion gardée, je me retrouve un peu comme devant Yale James, en mode, comment Mary Higgins Clark est devenue un monument du genre? Avec ça. Alors, pour être tout à fait juste, c'est son 2e roman. Elle a peut-être affiné sa plume après ça, et pour être doublement juste, peut-être que la traduction d'Anne d'Amour ne lui rend pas justice, je sais pas. Alors, c'est pas un petit surnom que je donne à la traductrice, ça s'appelle littéralement Anne d'Amour. Mais bon, donc, alors, l'histoire. On a une émission de télé, ça commence avec une émission de télé, un débat qui oppose 2 personnages. Lui, c'est Steve Peterson, un homme dont la femme a été assassinée il y a 2 ans, sous les yeux de leur fils, Neil. D'ailleurs, le meurtrier de sa femme va bientôt être exécuté, et lui, il est pour. Sujet du débat, peine de mort. Elle, c'est Sharon Martin, journaliste, et elle est contre la peine de mort. Et c'est la nouvelle amoureuse de Steve Peterson, lui. Très mauvaise façon d'introduire les 2 personnages. Oui, je suis d'accord avec ça. Mais tout dégénère quand Sharon et Neil, le fils de Steve, donc, se font enlever. Parce que, à la mort de Nina, l'ex-femme de Steve, ce dernier a reçu plein d'argent. Donc le kidnappateur, qui se fait appeler Renard, exige cet argent, c'est le titre, le Nuit du Renard, exige cet argent comme rançon. Oh, il est vilain! D'ailleurs, parfois, on a des chapitres de son point de vue, et c'est votre cliché du tueur en série délirant. Et donc voilà, Steve va aider la police à retrouver sa nouvelle conjointe et son fils. Et alors, au moment où cette vidéo sortira, vous aurez vu le 50-50 sur Sherlock Holmes, avec un peu de chance, et vous voyez, à un moment donné, je parle de l'équilibre, si vous voulez, à trouver entre le mécanique et l'humain. Dans ce roman, tout est mécanique. Tu sens les grosses traces de doigts de l'autrice absolument partout. Tout est un pion dans le déroulé du récit. Je vais vous parler du pire moment à ce niveau-là, mais c'est souvent comme ça. Alors, le kidnappeur est le roi des cons, et il a volé la voiture de la voisine de la victime pour s'enfuir. La voisine qui est aussi la femme de ménage. C'est super. Et Renard, qui porte très mal son nom, parce que c'est censé être rusé comme bestiole, lui il est con comme un balai, il aurait dû s'appeler balai. Renard appelle la voisine en lui disant de remettre un message à Steve, et du coup il signe le message Renard. Et la voisine bug à mort sur le mot en se disant « J'ai déjà entendu cette voix quelque part ». Parce que, sans spoiler vraiment, le tueur fait partie de la vie du coin. C'est effectivement quelqu'un dont la voisine a déjà entendu la voix. Mais, plutôt que de juste dire « Il a essayé de masquer sa voix, mais je jurerais l'avoir déjà entendue », parce que, tu sais, c'est une voix que tu reconnaîtras pas forcément. Genre, ton facteur, un prof quand t'étais à l'école, enfin, vous voyez le genre, c'est une voix qui va vaguement te dire quelque chose, pour l'avoir entendu à de multiples reprises, mais que tu ne reconnaîtras pas instantanément, si vous voulez. Mais elle insiste à fond sur la façon dont il a prononcé renard. Ça m'a paru bizarre. Et après on apprend que le tueur lui a dit un jour sa vraie identité, que son véritable nom était Auguste Rommel Taggart. Je me permets de le dire parce qu'on l'appelle jamais comme ça dans le livre, donc voilà. Son véritable nom est Auguste Rommel Taggart. Ce à quoi elle a répondu « Oh, Rommel !» comme le général allemand, et lui a répondu « Oui, c'était le renard du désert !» Et elle a reconnu sa façon de prononcer renard. Alors, 1, le gars est 0 pour se trouver un pseudo, et 2, à moins que vraiment il est prononcé genre ah oui, Rommel, c'est vraiment le renard du désert. Elle avait aucune raison de reconnaître ce mot en particulier. C'est hyper artificiel comme raison, et ça ne marche pas d'après moi. Et ça, c'est tout le roman à plus ou moins grande échelle. Genre, le mec qui est dans le couloir de la mort, évidemment, comme dans toutes les histoires contre la peine de mort, il est innocent.
et la raison pour laquelle tout le monde est sûr que c'est lui est méga pété, parce que tout le monde est sûr que c'est lui. Je vais pas vous en dire plus, mais on est largement au-delà du doute raisonnable. Or, même Sharon, celle qui est contre son exécution, dit non mais attendez, on est sûr que c'est lui, ça vraiment, il n'y a pas de... Mais c'est pas une raison pour le tuer. Ils sont sûrs de rien du tout, c'est à se flinguer comme ils sont sûrs de rien. Et en plus, c'est complètement naze, parce que quand t'écris contre la peine de mort, tu es contre la peine de mort. Mais tu es contre la peine de mort pour les coupables. Parce que, flash info, personne au monde n'est pour la peine de mort pour les innocents. Et comme une truffasse, la Sharon, celle qui est contre la peine de mort, là, elle change d'avis pour son kidnappeur. Genre lui ça va, on peut le tuer. Au-delà du scénario avec des ficelles grosses comme mes doigts, là, le style est franchement nasbrock, quoi, je suis désolé. Alors on dit reine du suspense. Alors peut-être que j'ai placé moi-même mes attentes un peu trop hautes. Il y a des moments où on saute du point de vue externe au point de vue interne au milieu d'un paragraphe. Alors, moi je veux bien croire que c'est pour amplifier l'attention, donner une sensation, je sais pas, de vertige ou je sais pas quoi, mais la vérité c'est que non seulement ça fait pas maîtriser, mais en plus, c'est super cheap. Genre, le tueur s'approchait. Il naît ses doigts autour de la gorge de la victime. Oh mon Dieu, non, je ne veux pas mourir comme ça, que Dieu me vienne en aide. C'est nul, quoi. C'est tellement nul. Mais bon, premier contact avec Mary Higgins Clark, pas positif. Pas positif. Mais là encore, peut-être que c'est un de ses premiers romans et qu'elle s'est bonifiée avec le temps. Après, pour en avoir parlé un peu avec mes Plectrions sur Discord, ils m'ont appris que généralement, même les amateurs de Mary Higgins Clark reconnaissent que tu lis pas ces romans pour le style. C'est assez littéralement de la littérature de gare, c'est-à-dire tu achètes ça pour le trajet, ça se lit le temps du trajet, et voilà, si t'as lu, si t'as oublié, tu continues ta vie. Alors c'est vrai que pour moi, qui m'attendais un peu à une rencontre genre Agatha Christie, j'ai été surpris, si vous voulez. Mais bon, dans la vie, toutes les découvertes ne peuvent pas être de belles rencontres. Je vais quand même tâcher de me renseigner sur disons, les meilleurs Mary Higgins Clark, et voir si j'arrive à rentrer dans certains de ces romans, mais à savoir, c'est peut-être juste vraiment pas pour moi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On se laisse sur la question de la semaine, que vous avez peut-être vu venir, parce que ça va être une question miroir de la semaine dernière. Est-ce qu'il y a une œuvre très établie dans un milieu que vous affectionnez particulièrement, qui vous a beaucoup déçu quand vous l'avez découverte? Genre, t'adores les gâteaux, et la première fois que tu goûtes une forêt noire, t'as l'impression de manger de la terre au beurre. Voilà, ce genre d'expérience. Dites-moi si ça vous parle dans les commentaires. Un remerciement particulier toujours pour mes Plectrions de niveau 3 et plus, notamment Sexilia RGZ, Poséfique, Aiko la Folle, qu'on salue Andrea Martini, Jamesina Percy et Doki. Quant à nous, on se donne rendez-vous quoi? Quand? Demain après-midi? Où ça? Au coin du feu? Où ça? Sur Twitch? Où ça? Sur la chaîne Linksters? Sur Twitch? Pour parler de ces deux livres, les deux livres dont on vient de parler. Et pour celles et ceux qui sont allergiques à Twitch, et je sais que vous êtes nombreux et nombreuses, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!